tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 101%. Au sommaire aujourd'hui la critique de Endless Space, rétro et magique sur Lode Runner et le reportage sur les jeux de la Wii U. Et comme j'aime bien rester dans les bonnes vieilles habitudes, on commence par les news. Après un premier jeu sorti sur Wii en 2009, Little King Story est revenu depuis le 27 septembre sur PS Vita, affublé de l'épithète fort original, vous en conviendrez, New. Dans ce nouvel épisode, vous incarnerez le jeune roi Korobo, qui doit reconquérir son royaume en renversant le cauchemar, son plus puissant ennemi. À l'aide de vos fidèles sujets, vous devrez explorer les lieux hostiles, sauver des princesses et gérer votre royaume alors qu'il s'agrandit. Évidemment, les possibilités tactiles de la console seront exploitées durant les phases de combat ou de gestion. Encore une fois, vous aurez l'occasion de vous rendre compte que la vie de roi, ce n'est pas de tout repos. Alors que la sortie de Need for Speed Most Wanted se rapproche, elle est prévue pour le 2 novembre sur toutes les plateformes. Le titre de Criterion s'illustre encore une fois dans une vidéo bien punchy, sans trop s'attarder sur les différentes caractéristiques du jeu, déjà évoquées durant les derniers mois. Elle se contente de suggérer une fois de plus que vous pourrez conduire toutes les voitures que vous trouverez dans le monde de Fairhaven. Tous les bolides seront ainsi disponibles dès le début du jeu pour profiter un maximum du caractère open world du titre. Vous vous en doutez, on reparlera bientôt de ce Most Wanted très attendu. Depuis le 26 septembre, Marvel vs Capcom Origins est disponible au téléchargement sur le PSN pour une quinzaine d'euros et 1200 points Microsoft sur XBLA. Il s'agit d'une compilation qui regroupe deux titres arcade des plus classiques, Marvel Super Heroes sorti en 95 et Marvel vs Capcom Clash of Super Heroes sorti en 98. Le premier proposait des personnages venant exclusivement de l'univers Marvel, tout en suivant en gros les personnages de la célèbre timeline Le Gant de l'Infini, avec bien sûr le fameux Thanos. Le second proposait des combats crossover entre les persos de Marvel et ceux de l'univers Capcom, Street Fighter 2 en première ligne évidemment. Ceux qui s'y sont essayés se souviennent du gameplay jouissif où l'on pouvait déclencher des attaques phénoménales sans risquer pour autant une déchirure des ligaments du poignet. Cette compilation arrive avec des graphismes boostés et ce qu'il faut de mode online pour pouvoir se taper à distance sur le net sans trop de problèmes. Après une semaine d'absence, me revoici dans 100%. Je voulais d'abord commencer par remercier ceux qui m'ont souhaité la bienvenue et ont posté des messages d'encouragement. Merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir. Je vais gambalimasser pour trouver encore des sujets intéressants à vous raconter au fil des jours. Et puis, on reprend le cours normal de l'émission et on regarde la critique sur Endless Space. Le genre 4X est une catégorie de jeux vidéo que l'on trouve le plus souvent sur ordinateur. Il s'agit en règle générale de jeux complexes au tour par tour qui font le bonheur des amateurs de stratégie et de gestion. Le nom 4X signifie Explore, Expand, Exploit, Exterminate. On commence la plupart du temps avec un petit village sur un lopin de terre au milieu de nulle part et à la fin de la partie, vers 4 heures du matin, on règne sur le monde à la tête d'un empire millénaire. Chaque type d'univers peut potentiellement donner lieu à un jeu du genre 4X. On a ainsi des 4X historiques, comme la série des Civilization, des 4X fantasy, comme Master of Magic, ou des 4X space opera, comme Master of Orion, Ascendancy, Galactic Civilizations, ou le titre qui nous intéresse aujourd'hui, Endless Space. Développé par le studio parisien Amplitude, fondé par les anciens d'Ubisoft, Endless Space a-t-il ce qu'il faut pour décrocher les étoiles? For their traditions demand either your blood or theirs. Endless Space n'a pas vraiment de scénario, dans le sens où il s'agit d'un jeu de type bac à sable sans campagne scénarisée, ce qui ne veut pas dire que l'univers du jeu n'est pas développé. L'action prend donc place dans une galaxie lointaine, très lointaine, jadis dominée par une race aussi avancée que mystérieuse appelée les Endless. Sauf que les Endless n'étaient pas si infinis que cela, vu que leur civilisation a disparu dans les brumes du temps. D'ailleurs, puisque l'on parle de brumes, c'est justement le nom que porte une mystérieuse ressource qui fait la grandeur des Endless. La brume, un peu comme l'épice dans Dune, est vitale au voyage dans l'espace et convoitée par les différentes races qui peuplent ce coin du cosmos. Au lancement du jeu, ces factions étaient au nombre de 8. L'Empire unifié, des humains capitalistes et belliqueux, les Isho, une race d'hommes-oiseaux dont le design évoque les Shozo de la série Metroid, les Pèlerins, des nomades en quête des secrets des Endless, les Cravers, des êtres biomécaniques insectoïdes, fruits d'expériences des Endless ayant mal tourné,
les Sophons, une race de scientifiques à l'aspect roswellien, les Amibes, sans doute la race la plus alien du lot, les Sowers, une race de machines intelligentes, et enfin les Horatio, un peuple entièrement constitué de clones d'un noble impérial particulièrement imbu de sa personne. Chacune de ces races possède des avantages et désavantages qui lui sont propres. Par exemple, les Cravers sont des guerriers redoutables, mais sont totalement incapables de diplomatie. En gros, ils sont condamnés à être toujours en guerre contre le reste de la galaxie. D'autres factions furent ajoutées lors des patchs, comme les Automates, une faction entièrement créée par un fan du jeu. Le joueur peut également créer sa propre faction en piochant parmi les caractéristiques des factions déjà existantes. Au lancement du jeu, le joueur pourra choisir la taille, la forme et même l'âge de la galaxie dans laquelle se déroulera la partie, et le nombre de forces en présence. Dans Endless Space, le joueur commence avec une planète, un vaisseau de colons pour aller s'implanter dans un autre système planétaire, un vaisseau de reconnaissance pour aller fureter de par la galaxie. La galaxie est organisée par systèmes planétaires reliés entre eux par des routes spatiales. En début de partie, certaines routes spatiales passent par des trous de verre et ne sont praticables faute de posséder la technologie nécessaire. Chaque système planétaire compte en général de 3 à 5 planètes sur lesquelles le joueur pourra s'installer. Contrairement à d'autres jeux du genre, comme Ascendancy par exemple, il n'est pas nécessaire de construire un vaisseau colonisateur pour chaque planète d'un système dans lequel on possède déjà une colonie. Si l'on possède la technologie adaptée au type de planète et que la première colonie du système possède une population suffisamment importante, il suffit de cliquer sur la planète et de choisir l'option « Coloniser ». A noter que cette méthode demandera plusieurs tours de jeu, tandis que passer par un vaisseau colonisateur permettra d'implanter une nouvelle colonie instantanément, sans compter évidemment le temps nécessaire pour construire le vaisseau et l'amener dans le système planétaire en question. Bref, chaque méthode a ses bons et mauvais côtés. Chaque planète génère plusieurs ressources. La nourriture déterminera la croissance de la population, l'industrie la rapidité de construction des infrastructures et des vaisseaux, la science permettra de débloquer plus rapidement de nouvelles technologies, et la brume, générée par le commerce et les impôts, fait office de monnaie permettant de payer le coût d'entretien des installations, les salaires des héros, les améliorations de vaisseaux, ou tout simplement terminer une construction plus rapidement. Sur chaque planète, le joueur peut choisir parmi 3 types de constructions. Des infrastructures qui ne coûtent pas de brume, mais dont la construction prendra plus ou moins de temps, des vaisseaux dont la taille et la fonction varient et qui peuvent être customisés, et des installations qui permettent de bénéficier d'avantages spéciaux, mais qui génèrent un coût d'entretien en brume. Certaines planètes possèdent également des ressources uniques qui ne pourront être exploitées que si le joueur possède la technologie adaptée, mais se révéleront souvent nécessaires par exemple pour construire les plus gros types de vaisseaux. Enfin, chaque système planétaire abrite une population qui n'hésitera pas à se mettre en grève ou à se rebeller si le joueur augmente un peu trop les impôts ou développe l'industrie à outrance au détriment de la nourriture. Comme gérer tout cela à la main devient un peu compliqué dès lors que l'on possède plusieurs systèmes planétaires, les développeurs ont eu la bonne idée de prévoir différentes IA que l'on peut attribuer à chaque système et qui prendront en charge les constructions. Ces IA ne sont pas forcément très douées, cela dit, donc il faudra quand même régulièrement garder un œil sur elles. Le joueur pourra aussi recruter des héros, des personnages uniques dotés de compétences propres et qui pourront être affectés à la gestion des systèmes ou au commandement de flotte. Les héros gagnent de l'expérience au fil du temps qui leur permet de débloquer de nouveaux pouvoirs. Un héros pourra ainsi augmenter les profits générés par les routes commerciales ou bien obtenir de nouvelles options tactiques utilisables en combat. Les combats, parlons-en. Lorsqu'une flotte rencontre une flotte ennemie, le joueur peut choisir le combat automatique ou bien de jouer la bataille manuellement. Chaque flotte possède un score représentant sa puissance militaire, basé sur la technologie embarquée, les armements, etc. Il est évident qu'une flotte qui possède un score de 2000 va être hachée menu par une flotte au score de 5000. En revanche, lorsque l'écart est plus serré, le joueur pourra peut-être faire la différence en jouant la bataille lui-même. Les batailles se déroulent en 3 phases, longue portée, moyenne portée et mêlée. Pour chaque phase, le joueur devra choisir une manœuvre tactique, par exemple offense, défense, sabotage, réparation. Tout va ensuite dépendre des manœuvres choisies par la flotte d'en face, un peu à la manière d'un pierre-papier-ciseaux. Une manœuvre réussie permettra de bénéficier d'un petit avantage lors de la phase de combat correspondante. Évidemment, même si l'on n'a pas choisi la manœuvre la plus adaptée, la puissance brute des vaisseaux de la flotte entrera également en ligne de compte. Si l'idée est originale, il est malheureusement souvent frustrant de n'avoir pas plus de contrôle sur la bataille. On regrette également que les planètes ne soient pas en mesure de se défendre et d'endommager les vaisseaux qui les assiègent. On se demande où se cachent les boucliers planétaires et autres satellites de défense. Comme dans tout bon 4X, la recherche technologique sera la clé de la victoire.
L'arbre des technologies se découpe en 4 branches: diplomatie, exploitation, armement et colonisation. Cet arbre est plutôt intimidant au premier abord, et pour dire la vérité, au deuxième abord aussi. En fait, pour survivre à Endless Space, la civilisation du joueur devra effectuer des recherches dans tous les domaines. Certaines technologies sont en effet vitales au développement de toutes les civilisations, et ce sera au joueur de parvenir à les identifier afin de les acquérir en priorité. De temps à autre, des événements galactiques aléatoires peuvent prendre place. Qu'il s'agisse de la découverte de ruines Endless, d'actes terroristes ou de scandales de corruption à l'échelle galactique, ces événements pourront avoir un impact sur le développement du joueur. Un autre aspect à prendre en compte est la diplomatie. On pourra en effet nouer des accords de paix ou des alliances avec les autres peuples, ainsi que des échanges de matières premières, technologies ou cartes spatiales. On regrettera juste que les conditions requises pour proposer tel ou tel type d'accord à ses voisins soient souvent un peu obscures. Il existe plusieurs types de victoires dans Endless Space. Conquête militaire, victoire scientifique, domination économique. Tandis que vous êtes occupé à mener une guerre interplanétaire contre vos ennemis jurés, vous pourriez être surpris de perdre soudainement la partie parce qu'une des civilisations a tranquillement amassé suffisamment de brume pour asseoir son hégémonie sur l'économie de la galaxie. Endless Space est un 4X très complet, au gameplay solide et plein de bonnes idées qui se démarquent de la concurrence par un design graphique de qualité, un univers classique mais bien travaillé et des musiques qui collent parfaitement à l'ambiance cosmique du jeu. Toutefois, le titre d'Amplitude ne parvient pas complètement à se hisser au niveau de ses modèles assumés, notamment Master of Orion. Tout d'abord, le jeu souffre d'un certain manque d'accessibilité. L'interface, sobre et élégante, n'est pas en cause. Le souci vient du fait que certaines informations utiles, voire vitales, sont souvent difficiles à déchiffrer, et l'effet concret de certaines actions n'est pas toujours très clair. Il manque un vrai tutoriel pour initier le joueur aux arcanes de la gestion galactique, le tutoriel présent dans le jeu à l'heure actuelle étant particulièrement peu ludique. Comme on le disait plus tôt, les combats sont également un des points faibles du jeu. Le principe de Shifumi n'est pas dénué d'intérêt en principe, mais il devient vite redondant et est surtout trop passif. Le jeu propose des scénettes en 3D sympathiques pour illustrer les batailles, mais celles-ci manquent cruellement de spectaculaire. Les vaisseaux s'avancent mollement, tirent quelques salves et explosent discrètement, souvent hors champ. Où sont les escouades de chasseurs ou les méga rayons de la mort? Bref, c'est une occasion manquée. Très vite, on choisit toujours le combat automatique. Un autre problème du jeu vient de sa difficulté. En mode normal, l'IA nous tombe dessus à tentacules raccourcis, souvent avec une avancée technologique à la limite de la triche. La balance entre les factions a longtemps été un autre des problèmes du jeu, et même si le dernier patch a amélioré les choses, tout ça reste encore perfectible. Enfin, l'arbre des technologies se révèle une grosse déception, car malgré sa richesse apparente, on se rend vite compte que quelle que soit la faction choisie, il faudra globalement se concentrer sur les mêmes technologies pour espérer gagner. La rejouabilité s'en retrouve malheureusement grandement affectée, et ce malgré la présence d'un mode multijoueur correct. Heureusement, les développeurs sont très à l'écoute des joueurs et sortent régulièrement des patchs gratuits, chacune de ces rustines améliorant grandement le gameplay et ajoutant du contenu supplémentaire, à l'image de la faction des automates mentionnée plus tôt. L'écart entre la version sortie en juillet et l'état actuel du jeu montre une vraie volonté d'amélioration de la part d'Amplitude, et on espère que le développeur continuera sur cette lancée pour mettre son jeu sur orbite. Malgré quelques choix de design discutables et des erreurs de jeunesse, Endless Space possède de nombreux atouts et s'avère très plaisant à jouer. L'effet « Allez, encore un tour » est bel et bien là, et ce qui est en général un bon moyen de mesurer la réussite d'un 4X. Le titre d'Amplitude a incontestablement le potentiel de devenir un grand jeu, et peut-être même une référence du genre. D'ailleurs, c'est peut-être ça le plus frustrant, de voir tout ce beau potentiel qui semble encore à portée de main et ne demande qu'à être réalisé. Il reste toutefois encore un peu de travail avant d'y parvenir. Maintenant, ça va être Rétro and Magique. Alors, je suis contente de tomber sur cette rubrique parce que je voulais vous présenter un de mes tout premiers jeux. Ça s'appelle Crossbow. C'est sorti en 1987 et j'y jouais sur Atari 2600, ma première console. Ça remonte un peu. Donc, il y avait 6 niveaux à parcourir. Le but, c'était de protéger son personnage des attaques extérieures. Donc, scorpions, vautours dans le désert, stalactites qui tombaient dans les grottes, flèches à l'approche d'un château.
On partait avec 2 personnages, on pouvait en gagner des supplémentaires si on arrivait à faire arriver tous nos bonhommes à bon port. Bon, je me souviens que c'était pas évident parce que le joystick était pas super précis. Je me souviens aussi que j'adorais, que je trouvais le jeu super beau. Bon, en fait, en le revoyant il y a quelques temps, il n'y avait que 3 ou 4 couleurs. Mais ce qui m'avait surtout marqué, c'était les bruitages. Donc, il n'y avait pas de musique, il y avait seulement 2 ou 3 sons pour faire le son du tir ou des stalactites qui tombaient. Ça faisait une sorte de plip ou de tchik assez particulier, ça me fait un petit peu froid dans le dos maintenant que je les entends. Donc bah voilà, je suis contente, j'ai réussi à parler de Crossbow. Maintenant, c'est l'heure de Retro & Magic sur Load Runner. Le genre Trap and Run, aussi appelé Trap 'em Up, est le précurseur des jeux de plateforme modernes. Le principe, rendu célèbre par Space Panic en 1980, est simple. Des plateformes, des échelles et des ennemis qu'il faut piéger en creusant des trous dans le sol. L'année 1983 verra la naissance de l'incarnation ultime du genre, Load Runner. En 1982, Doug Smith, un étudiant de l'université de Washington, réalise un jeu similaire à Space Panic sur son ordinateur Apple II, sous le nom de code Miner. Il soumet le jeu à divers éditeurs mais n'essuie que des refus. Il décide de retravailler son prototype. Le projet, rebaptisé Load Runner, sera finalement signé par l'éditeur Brotherbound en 1983. Au premier coup d'œil, Load Runner ressemble à un simple clone de Space Panic, mais le jeu possède des particularités propres. La principale est qu'il est impossible de reboucher manuellement les trous creusés dans les plateformes. Dans Space Panic, reboucher un trou alors qu'un ennemi est piégé à l'intérieur permet de détruire l'ennemi en question. Dans Load Runner, le seul avantage d'un ennemi piégé est qu'il restera bloqué quelques précieuses secondes et que le joueur pourra marcher par-dessus l'ennemi. Comme les trous se rebouchent tout seuls au fil du temps, avec un bon timing, il est toutefois possible d'éliminer un ennemi en l'attirant dans une fosse en train de se refermer. Comme dans Space Panic, le joueur est capable de creuser des trous à sa gauche ou à sa droite, mais pas directement sous ses pieds. Il doit donc faire attention à ne pas se retrouver piégé dans ses propres fosses. Le but du jeu est de collecter tous les trésors de chaque tableau, puis d'atteindre la sortie. Il y a un vague scénario. Le joueur incarne Jake Peril, un aventurier sans peur et sans reproche qui doit mettre la main sur de précieux trésors avant les maléfiques soldats de l'Empire Bungeling. Toute ressemblance avec un film à succès sorti 2 ans plus tôt serait purement fortuite. Pour l'anecdote, l'Empire Bungeling fait également office d'ennemi dans d'autres jeux Brotherbound comme Shoplifter ou Raid on Bungeling Bay. Outre son gameplay et la simplicité diabolique, Load Runner innovait par la présence d'un éditeur de niveau, permettant aux joueurs de créer leur propre tableau. Il s'agit probablement du tout premier outil de ce genre mis à disposition des joueurs. Ayant rencontré un franc succès sur ordinateur, Load Runner sera porté sur un nombre hallucinant de machines. Un an plus tard, Brotherbound sort Championship Load Runner, un add-on contenant 50 niveaux supplémentaires particulièrement corsés. Certains de ces niveaux étaient d'ailleurs des contributions de fans du jeu. À part ça, le gameplay n'avait pas changé d'un pouce. Petite mention en passant de la version NES de Load Runner. Développée par Hudson Soft, celle-ci se démarque par le design des ennemis. Regardez-les attentivement. Ils ne vous rappellent rien? Et oui, il s'agit en fait de Bomberman. En effet, Hudson avait décidé de considérer Load Runner comme étant la suite directe du premier Bomberman sorti sur MSX un an plus tôt. Lors de la scène de fin de la version NES de Bomberman, sortie en 1985, on découvrait d'ailleurs que le Load Runner n'était autre que le héros de Bomberman, devenu humain. Après une décennie de portage sur tous les supports possibles et imaginables, Doug Smith parvient à récupérer les droits sur sa création et fonde le studio Presage Software dans le but de ressusciter Load Runner. La première réalisation du studio Presage sera Load Runner The Legend Returns pour PC, Mac et console 32 bits. Cette nouvelle version reprend le principe de base du jeu original mais ajoute quelques nouveaux ingrédients, comme des clés et autres items que le joueur devra collecter pour franchir certains passages. Ces nouveautés ne sont pas sans rappeler Infernal Runner, un clone de Load Runner développé dans les années 80 par Eric Chahi. Autre différence, l'Empire Bungeling du jeu original a été remplacé par une secte de moines en robe rouge.
Malgré son caractère résolument old school, Lode Runner The Legend Returns remporte à nouveau un franc succès, initiant une nouvelle génération au principe du trap 'em up. Un an plus tard sortira Lode Runner Online The Mad Monk's Revenge sur ordinateur uniquement. Il s'agit en fait strictement du même jeu, mais cette fois-ci doté d'un mode multijoueur online. Il faut attendre 1998 pour voir la sortie d'une vraie suite à Lode Runner 2. Il faut toujours ramasser des trésors, éviter les ennemis et creuser des trous pour les piéger, mais le jeu est désormais en 3D isométrique. Cette nouvelle perspective permet de renouveler le gameplay, rendant le challenge encore plus retors. Le joueur peut cette fois-ci choisir d'incarner Jake ou Jane Peril, et aura à sa disposition de nombreux gadgets comme des bombes dont l'effet n'est pas sans évoquer Bomberman justement. Le mode multijoueur n'avait pas été oublié et laissait le choix entre compétition et coop. Un an plus tard, Lode Runner entre dans la 3e dimension avec Lode Runner 3D sur Nintendo 64. En réalité, le gameplay reste principalement 2D, le joueur se déplaçant toujours le long de passerelles. Malgré un habillage très SF, on y affronte toujours les moines fous. Lode Runner 3D se révèle donc assez décevant car moins innovant que Lode Runner 2. Lode Runner demeure un classique intemporel du jeu vidéo et de nouvelles versions ou remakes continuent de sortir régulièrement. L'une des plus récentes est une version en 2D ennemi sur XBLA sortie en 2008 qui inclut de nouveaux ennemis et pièges, plusieurs modes multijoueurs et bien entendu l'éditeur de niveau. Un jour, il y aura un rétro magique sur Crossbow, qui sait. On revient dans le présent et même le futur proche avec la Wii U dont la sortie est prévue pour novembre si je ne m'abuse. Je pense que vous avez été nombreux comme moi à regarder la conférence de Nintendo lors de l'E3 l'année dernière. Bon, j'étais impatient de savoir à quoi allait ressembler la console, mais je me souviens que sur le coup j'avais pas tout compris parce que la vidéo de présentation montrait une super manette avec des interactions sympas entre l'écran de la télé et l'écran de la manette, mais aucune image de la console en elle-même. Donc je m'étais demandé, mais la Wii U c'est quoi? C'est une nouvelle manette pour la Wii ou c'est bien une nouvelle console? Bon, en fait, il s'avère qu'on voyait bien la console en petit sur le meuble télé dans la vidéo, mais ça m'avait étonné qu'ils en fassent pas un seul gros plan. Donc maintenant, on sait tous en quoi consiste la Wii U. Et maintenant, on part en Allemagne où Nintendo a fait venir toute la presse européenne pour présenter le line-up justement de la Wii U. Quelques jours après l'annonce de la date de la sortie de la Wii U, nous nous rendons à Francfort, en Allemagne, au siège de Nintendo Europe. Objectif de cette journée, découvrir plus en détail les jeux du lancement de la nouvelle console de Nintendo qui sortira, on le rappelle, le 30 novembre prochain. Et l'un des titres les plus mis en avant lors de cette présentation est Nintendo Land, cette compilation de 12 mini-jeux qui sera incluse dans le pack premium de la console. On connaissait déjà plusieurs de ces attractions, mais cette journée a permis d'en essayer de nouvelles, jusqu'ici inédites et au style différent. À commencer par Metroid Blast, un jeu de tir dans l'univers de Metroid. S'ils jouent en coopération, les joueurs doivent venir à bout de vagues d'ennemis dans une arène. Le joueur tenant le gamepad a un avantage, puisqu'il dirige le vaisseau de Samus Aran. Ce dernier peut tirer des missiles et plus facilement échapper aux ennemis en se réfugiant dans les airs. Les joueurs tenant une Wiimote sont eux au sol, plus vulnérables aux assauts des Metroid et autres pirates de l'espace. Le vaisseau et sa puissance de feu supérieure doivent donc fréquemment leur venir en aide. En face à face, c'est le contraire. Les joueurs au sol doivent venir à bout du vaisseau, qui est là désavantagé par sa lenteur et sa maniabilité plus délicate. Metroid Blast est donc un mini-jeu plutôt tactique, assez nerveux et très fun à plusieurs. Mario Chase, lui, s'inspire d'un jeu vieux comme le monde, le chat. Un joueur, celui qui contrôle le gamepad, doit échapper à ses poursuivants en se cachant dans une arène. Les autres joueurs se lancent à sa poursuite dans un temps imparti. Pour l'attraper, ils devront obligatoirement communiquer, dire par exemple le dernier endroit où ils l'ont aperçu, ou encore comment lui barrer la route. De son côté, le chat a une vue beaucoup plus étendue sur son gamepad. Il connaît la position de chaque joueur et peut bouger en conséquence. Un concept tout simple mais terriblement drôle et très accessible. Était également montré Pikmin Adventure. Dans ce mini-jeu, 4 joueurs déguisés en Pikmin doivent coopérer avec Olimar, contrôlé par le joueur au gamepad. Celui-ci peut lancer de plus petits Pikmin pour attaquer, ou carrément appeler les autres joueurs pour les lancer et faire un maximum de dégâts. Les 4 joueurs, eux, peuvent donner des coups de tête pour se défendre.
Comme dans les jeux Pikmin, monstres, boss et éléments du décor viennent perturber la promenade d'Olimar, qui devra réagir vite et bien pour que lui et ses Pikmin ne finissent pas au tapis. Enfin, la dernière attraction de Nintendo Land présentée était Balloon Trip Breeze, qui s'inspire de l'illustre Balloon Fight sur NES. Ce jeu se joue uniquement en solo. On y déplace un personnage dans les airs avec des coups de stylet et l'on doit chercher le plus de ballons possible dans les niveaux. Toute la difficulté est dans l'obligation de regarder 2 écrans. Sur celui du gamepad, la vue est réduite autour de son personnage, mais il faut se servir de l'écran tactile pour se débarrasser d'ennemis volants ou faire disparaître certains éléments du décor. Sur la télévision, la vue est au contraire beaucoup plus large. Tout l'art de Balloon Trip Breeze est donc d'alterner entre les 2 écrans pour avancer sans encombre. Tout comme les autres jeux en solo de Nintendo Land, Balloon Trip Breeze s'oriente plus vers le challenge et la recherche du meilleur score possible. Bref, Nintendo Land est à l'image de Wii Sports à son époque, une vitrine des possibilités de la Wii U et du gamepad. Il est important de préciser que lors de cette journée, tout ne nous a pas été montré. Certains modes de jeu et certains niveaux étaient jalousement gardés à l'écart des yeux des journalistes. Nintendo Land pourrait donc être plus riche qu'il n'en a l'air. Un autre gros jeu de Nintendo pour le lancement, New Super Mario Bros. U, montre lui son mode boost. Dans ce mode, les joueurs doivent terminer plusieurs niveaux le plus rapidement possible. En collectant des pièces, ils font avancer le scrolling du niveau de plus en plus vite, mais prennent par conséquent plus de risques. Tout comme le mode Coin Rush de New Super Mario Bros. 2 sur 3DS, le Boost Mode devrait apporter un challenge supplémentaire pour les joueurs les plus exigeants. Durant l'événement, Nintendo a également montré les 3 jeux téléchargeables qui seront disponibles le jour de la sortie de la Wii U. On a ainsi pu découvrir Nano Assault Neo, le nouveau jeu du studio Shinen, un vieil habitué du WiiWare. Il s'agit d'un shoot'em up qui peut se jouer seul ou à 2. Son point fort, sa réalisation de haute volée et son gameplay nerveux. Le joueur se déplace sur des niveaux en forme de cellules, dont 16 seront disponibles dans le jeu final. Constamment sous le feu ennemi, il peut répliquer avec des pouvoirs supplémentaires, comme des satellites inspirés de R-Type, dont on peut orienter le tir via le gamepad. Beau et fluide en toutes circonstances, Nano Assault Neo nous a fait forte impression. Seul inconnu pour l'heure, le prix du jeu à sa sortie. Tokitori 2, lui, est un titre au graphisme tout mignon, mais sous cet aspect enfantin se cache un jeu de réflexion exigeant. Le personnage que l'on contrôle, un oiseau tombé du nid, ne peut pas voler et peut à peine sauter. Pour avancer, il doit par exemple se faire porter par des oiseaux ou voler dans des bulles soufflées par un crapaud. Le 30 novembre sera également disponible en téléchargement Trine 2 Director's Cut, déjà sorti sur d'autres plateformes l'année dernière. Cette version Wii U garde les graphismes somptueux qui ont fait la renommée du jeu et inclura quelques niveaux inédits pour justifier sa ressortie. Le gamepad de son côté facilite la prise en main. Par exemple, on peut tracer les plateformes du sorcier directement sur l'écran tactile, toujours plus précis qu'un stick analogique. Aux côtés des jeux téléchargeables, de nombreux jeux d'éditeurs tiers étaient enfin jouables. Tekken Tag Tournament 2 montrait par exemple son mode champignon, un type de combat exclusif à la console de Nintendo où les 2 combattants peuvent absorber des champignons pour atteindre des proportions gigantesques. Un peu moins original, les versions Wii U de Mass Effect 3, Darksiders 2 ou Assassin's Creed 3 se contentent d'elle d'une gestion de l'inventaire via le gamepad ou des remplacements de son équipe dans le cas de NBA 2K13. Des jeux qui ont en tout cas le mérite d'être variés. Sport, aventure, horreur ou plateforme, la Wii U est plutôt bien lotie pour ses premiers mois. Mais ce sont les jeux spécialement conçus pour la console, comme Nintendo Land ou Zombie U, qui pourraient séduire ses potentiels acheteurs le 30 novembre prochain. Voilà, 100%, c'est terminé pour aujourd'hui. Juste après, il y a une émission que je vous conseille. Ça permet d'apprendre le japonais. Ça s'appelle Nihongo ga Dekimasuka. Allez, ciao!